Mars 1933. Des hommes de la SA envahissent le siège d'un quotidien de presse écrite dans le centre de Munich. Ils saccagent les bureaux et les presses à imprimer, détruisent les dossiers et les archives. L'attaque ne vise pas un journal comme les autres, mais le Münchener Post. Cette agression est le point d'orgue de la longue bataille des nazis contre ce journal, qui a régulièrement provoqué la colère d'Hitler, tout au long de son ascension vers le pouvoir. L'Allemagne, au début des années 1920. À cette époque, personne ne prend Hitler au sérieux. Mais les journalistes du Münchener Post pressentent le danger que représentent les nazis. Le Münchener Post a été le seul journal à prendre régulièrement position contre Hitler, et ce, dès le départ. Pour le Münchener Post, il était clair que les nazis étaient leurs ennemis principaux. Hitler est ce journal, et il fait tout pour le réduire au silence. Le quotidien lui tiendra tête jusqu'en 1933, date de sa prise de pouvoir. Ces journalistes ont fait preuve d'un grand courage. Ils n'ont jamais lâché prise. De nos jours, l'histoire du Münchener Post est tombée dans l'oubli. Ceci est le premier documentaire qui retrace son combat déterminé et solitaire. Ce quotidien social-démocrate a son siège au centre de Munich. Il est habitué aux manifestations d'hostilité. Plusieurs journalistes ont été pris à partie personnellement. Martin Gruber, fils d'un typographe, travaille pour le Münchener Post depuis 1890. Erhard Auer, le directeur de la publication, s'est élevé du rang d'ouvrier agricole à celui de président du Parti social-démocrate bavarois et de député au Parlement de Bavière. Julius Zerfass, qui s'est fait connaître en tant qu'ouvrier poète, s'occupe de la rubrique Société qui, sous sa direction, va se politiser et susciter de nombreuses polémiques. Comme plusieurs de ses collègues, Eugen Kirchpfennig, dont il n'existe aucune photo, est issu d'un milieu modeste. Grand amoureux de Munich, sa ville natale, il dirige la rubrique locale. Il est brièvement directeur de publication en 1920. Il deviendra le premier directeur de publication à être poursuivi en justice par les nazis. Edmund Goldschagg rejoint le Münchener Post en 1927. Il influe de manière déterminante sur la ligne politique du journal. Le point commun de tous ces journalistes est de s'être engagés très tôt politiquement et en faveur de la social-démocratie. Un engagement difficile. Dans l'agitation de l'après-Première Guerre mondiale, la Bavière est un repère d'extrémistes de droite, de monarchistes et de voyous politisés. Le petit parti d'Adolf Hitler trouve rapidement de nouveaux partisans dans les cercles d'extrême droite. Le parti nazi et sa branche paramilitaire, la Sturmabteilung, à la SA, devenaient de plus en plus menaçants et de plus en plus populaires. Et le Münchener Post se rendait compte que le gouvernement bavarois ne réagissait pas. Pour les conservateurs au pouvoir en Bavière, Hitler et ses sympathisants ne constituent pas une menace. Le Münchener Post, en revanche, avertit ses lecteurs de la tempête antidémocratique qui se prépare. Associations d'anciens combattants, groupes de défense nationale, anciens membres des corps francs, extrémistes de droite et ligues monarchistes, tous veulent abolir la démocratie qu'ils dénoncent comme un système juif destiné à mener l'Allemagne au désastre. Certains membres du Parti populaire bavarois, majoritaire au Parlement local, adhèrent à cette idéologie. Mais c'est au sein du parti nazi d'Adolf Hitler que l'antisémitisme est le plus radical. Les journalistes du Münchener Post, et notamment Erhard Auer, ont compris très tôt le programme antisémite d'Adolf Hitler et de son parti, le NSDAP.
Dès le mois de décembre 1920, Erhard Auer a publiquement dénoncé le caractère antisémite des discours que tenait Hitler lors de ses rassemblements politiques. À partir de là, il a régulièrement subi des intimidations et des pressions, entre autres de la part d'Hitler lui-même. Et les nazis ne se contentent pas de menaces. Un soir d'octobre 1921, Erhard Auer rentre chez lui. Il se sait menacé et a pris l'habitude de porter une arme sur lui. Des coups de feu retentissent. Attaqué par des extrémistes de droite, Auer riposte et fait fuir ses agresseurs. Il s'en sort sain et sauf. Au sein de la population, les tendances antisémites ne sont pas rares. Les nazis n'ont pas inventé l'antisémitisme, mais ils vont transformer ce ressentiment en une idéologie politique. La lutte contre les Juifs est leur objectif numéro 1. C'est cela que le Münchener Post combat. Pour le Münchener Post, l'antisémitisme était un facteur très important. Et il faut noter qu'à cet égard, ce quotidien menait le combat sur 2 fronts. D'une part, contre Hitler et son parti, mais aussi contre le gouvernement de Bavière. Pour le gouvernement local, conservateur et catholique, l'ennemi est à gauche. Et cela désigne aussi les journalistes du Münchener Post. Hitler veut museler ce journal par tous les moyens possibles, légaux ou illégaux. Le gouvernement bavarois considère, avec une sympathie à peine voilée, les militants nazis comme des défenseurs de la patrie, attachés à rendre sa grandeur à l'Allemagne. Hitler n'est pas encore très influent, mais il est omniprésent. Pour le pouvoir, son extrémisme s'explique par sa jeunesse, et ces hommes ont l'avantage d'être des patriotes pro-militaires. C'est ce genre de dédramatisation de la menace nazie que le Münchener Post veut combattre. Une bataille solitaire pour ce modeste quotidien social-démocrate. À cette époque, pratiquement tous les journaux sont affiliés ou proches d'un parti politique. Le Post ne touche qu'une minorité, mais il ne renonce pas à son combat pour autant. C'est le seul journal qui, dès le départ, a dénoncé les nazis pour ce qu'ils sont, à chaque fois qu'il a pu le faire. Le quotidien informe sur la politique du parti nazi, mais aussi sur Hitler en personne. Le Münchener Post va aborder un sujet qui est absolument tabou aux yeux d'Hitler, à savoir la manière dont il gagne sa vie. Car Hitler n'avait pas d'emploi à proprement parler, et personne ne savait de quelles ressources il vivait. Régulièrement, le Münchener Post publiait des articles à ce sujet, et ça le mettait dans une colère noire. Le Münchener Post publie aussi des interviews d'anciens camarades d'Hitler. Et il écrit « Hitler était alors déjà perçu comme présentant une personnalité hystérique et pathologique. » Au sein de son propre parti, Hitler a des ennemis qui informent le Münchener Post sur ses revenus et le caractère dictatorial de son leadership. Pour cet article, Eugen Kirchpfennig est condamné à verser à Hitler un dédommagement de 600 Reichsmark, soit 5 fois le salaire mensuel d'un ouvrier de l'époque. Mais cela ne découragera pas le quotidien qui poursuit sa campagne contre Hitler. La situation de l'Allemagne se dégrade. Le pays tarde à payer ses réparations de guerre et la France et la Belgique occupent désormais la Ruhr. Après avoir prôné la résistance passive à l'occupant, le gouvernement du Reich se retrouve contraint de payer les salaires de 2 millions d'ouvriers en grève. Cette crise plonge le Reich dans une inflation galopante, aussitôt exploitée par les nationalistes d'extrême droite. Outre l'indécision et la trahison du gouvernement, ils fustigent la démocratie et les Juifs, responsables selon eux des maux de l'Allemagne. Hitler s'en prend également au Münchener Post. Monsieur Auer, vous et votre torchon toxique du Münchener Post sont grandement responsables
de la misère actuelle du peuple allemand. Monsieur Auer, en acceptant de l'argent des marchands de bétail juifs, vous vous êtes vendu aux Juifs. Hitler compare le Münchener Post à un atelier du diable, à la pestilence de Munich et à une feuille de chou yiddish. Les attaques contre les journalistes du quotidien se multiplient. À partir de là, des groupes d'intervention nazis ont commencé à briser les vitres, fracturer les portes, détruire les salles de rédaction. Et ils ont attaqué les gens qui travaillaient pour le Münchener Post. La rédaction tente de se protéger comme elle peut. Les portes sont barricadées et des vigiles sont postés devant l'entrée. Mais ces mesures vont faire réagir la police locale. À la fin du mois de septembre, la police a fait une descente au siège du Münchener Post et elle a découvert des armes que des journalistes entreposaient sur place pour se défendre. À la suite de ça, en octobre, le journal a été interdit de publication. Le journal vit sous la menace constante de nouvelles agressions. Et de fait, peu de temps après, ses bureaux sont attaqués avec des grenades à main. Les grenades n'explosent pas et l'attentat échoue. En 1923, la tension monte pour le journal, comme pour Munich, menacé à plusieurs reprises d'un putsch de l'extrême droite. Le journal tente d'alerter l'opinion et poursuit ses investigations. Comment Berlin et l'armée du Reich réagiront-ils à un coup de force? En 1923, le Münchener Post publie une série d'articles sur la mobilisation des troupes d'extrême droite, sur le NSDAP et sur les organisations paramilitaires. Et il présente Hitler et le général Ludendorff comme les meneurs de ce mouvement. À plusieurs reprises, le quotidien a essayé d'avertir le gouvernement de Bavière. Mais celui-ci fait la sourde oreille. Et pour cause. Au sein du gouvernement bavarois, les conservateurs préparent eux aussi un complot pour renverser le gouvernement de Berlin. Le commissaire général bavarois, Gustav von Kahr, décrète l'état d'urgence, ce qui lui donne des pouvoirs quasi illimités. Kahr adopte des premières mesures destinées à expulser un grand nombre de Juifs originaires d'Europe de l'Est, même ceux qui vivent à Munich depuis 20 ans. Quand le Münchener Post rend l'affaire publique, Kahr le fait interdire, ce qui donne un avant-goût de la suite des événements. Mais finalement, Kahr se ravise et demande des excuses. Le quotidien obtempère et déclare qu'il n'a pas voulu offenser le commissaire général, et Kahr lève l'interdiction. Gustav von Kahr était un ultra-conservateur, un juriste, un monarchiste et un antisémite. Pour lui, il était beaucoup plus important de réprimer l'extrême gauche que l'extrême droite. En Bavière, l'armée soutient et équipe des groupes paramilitaires d'extrême droite avec la bénédiction de Gustav von Kahr. Dans le même temps, des groupes d'extrême droite de toute l'Allemagne forment des alliances pour renverser ce qu'ils appellent le gouvernement des Juifs à Berlin. Les nazis sont tenus à l'écart des projets des conservateurs bavarois. Kahr et ses proches n'ont pas l'intention de partager le pouvoir avec Hitler et Ludendorff. Le 8 novembre, Kahr rassemble ses partisans à la brasserie du Bürgerbräukeller. Les nazis se mobilisent eux aussi. Les différents éléments nationalistes ne sont toujours pas fédérés. Est-ce le point de départ de la marche sur Berlin dont tout le monde parle? Dans la salle, les militants attendent des décisions. Soudain, la SA envahit les lieux. L'arme au poing, Hitler force les principaux représentants du gouvernement de Bavière à l'accompagner dans une pièce attenante. Puis l'annonce tombe. Les hommes réunis dans la pièce du fond ont passé un accord. Ils proclament une révolution nationale commune.
Parallèlement, les hommes de main d'Hitler se disséminent dans les rues de Munich. Les troupes d'Hitler supposaient que des dirigeants du Parti populaire bavarois et du Parti populaire national allemand rejoindraient le putsch. Et les dirigeants nazis pensaient que seuls les sociodémocrates leur résisteraient. Mais ceux-ci n'étaient pas informés de ce qui se passait. Les nazis peuvent à présent régler leur compte avec le Münchener Post. Les troupes d'Hitler, dirigées par Hermann Göring, envahissent les bureaux du journal. Le soir même du putsch, Göring, qui était alors le chef de la SA, a pris d'assaut le journal avec ses hommes. Et ils ont tout détruit. Les SA saccagent les salles de rédaction et emportent tout ce qui est susceptible de leur servir. En revanche, ils ont ordre de laisser intactes les machines à imprimer, car les nazis pensent qu'elles leur serviront une fois qu'ils seront au pouvoir. L'attaque manque pourtant son objectif principal. Aucun des journalistes du Münchener Post n'est sur place. Ils ont été alertés à temps. Une unité de SA se rend au domicile d'Erhard Auer. Ils ont fouillé l'appartement d'Erhard Auer, détruit le mobilier et violemment menacé son épouse et sa fille. Même un bébé de 2 ans et demi a été jeté hors de son lit. Le seul homme présent était le gendre d'Auer, Karl Luber. Il a été pris en otage par les hommes d'Hitler et emmené au Burger Braukeller. Mais durant la nuit, tout bascule. Alors que des affiches annoncent un nouveau gouvernement national provisoire, Gustav von Kahr apprend par téléphone que l'armée du Reich ne participe pas au putsch. Il ordonne aussitôt à ses sympathisants de résister aux putschistes. Hitler n'oubliera jamais cette trahison. Munich est en proie à la confusion. Hitler et Ludendorff tentent de reprendre la main en organisant un défilé à travers la ville. Ernst Röhm, un capitaine de la Reichswehr, et un étudiant d'extrême droite dénommé Heinrich Himmler s'installe au ministère de la Guerre avec un groupe de SA. La marche des partisans d'Hitler est bloquée par la police bavaroise. À la Feldherrnhalle, des coups de feu éclatent. Le putsch est un échec. Dans un premier temps, Hitler parvient à fuir, mais il est rapidement arrêté. Au journal, le nettoyage commence. Des photos de l'époque montrent l'étendue des dégâts. Les dossiers et les archives, essentiels au travail des journalistes, ont été détruits. Le poste est au bord de la faillite. Les dégradations sont finalement réparées grâce aux efforts et à la persévérance de la nouvelle équipe et à l'optimisme inébranlable d'Erhard Auer. Auer a toujours été convaincu que les choses s'arrangeraient. Et c'est ce qui s'est passé. Les salles de rédaction avaient été détruites dans la nuit du 8 au 9 novembre. Mais dès le lendemain, une édition minimaliste du Münchener Post était en vente dans les kiosques. Au début de l'année 1924, le procès d'Hitler et de ses acolytes s'ouvre sous haute sécurité. La justice munichoise, qui avait été impitoyable avec les leaders communistes de la République des Conseils, se montre conciliante. La Cour reconnaît à Hitler et à ses complices des motivations nobles et patriotiques. Hitler a même l'occasion d'exposer sa vision du monde. Concernant la prise d'assaut du Münchener Post, il déclare « Même si nous avions envahi leur bureau 1000 fois, cela ne réparerait pas les crimes répétés du Münchener Post contre les traditions allemandes. » Pour sa tentative de putsch, Hitler bénéficie d'un verdict clément. Dans ses colonnes, le Münchener Post prend acte de la mort du système judiciaire bavarois. Dans le confort relatif de sa cellule, Hitler rédige Mein Kampf. Le gouvernement bavarois a beau dire « Nous sommes un gouvernement républicain et en tant que tel, nous représentons la démocratie », en réalité, il manifeste une forme de complicité avec les putschistes et avec tous ceux qui tentent d'abolir la République.
Le gouvernement et la justice de Munich sont déterminés à épargner Hitler. De plus, celui-ci n'est pas allemand, mais autrichien. Sa tentative de putsch devrait lui valoir d'être expulsé d'Allemagne. Mais cela n'aura pas lieu. Au contraire, il est libéré au bout de 9 mois. Le Münchener Post retrouve donc son principal adversaire. Les rédacteurs du quotidien se demandent à présent comment le combattre avec des moyens journalistiques. Ils tentent de le discréditer aux yeux des autres nationalistes en évoquant ses bonnes relations avec Mussolini et l'annexion du Tyrol du Sud par l'Italie. Le Münchener Post a tenté de couper l'herbe sous le pied des nazis en utilisant des arguments nationalistes. Le journal affirmait en substance: nous, les sociodémocrates, nous sommes de meilleurs Allemands que les nationaux-socialistes qui discutent avec Mussolini et qui sont prêts à céder le Tyrol du Sud à l'Italie. Nous, les bons Allemands, les vrais nationalistes, nous estimons que le Tyrol du Sud est une terre allemande qui n'a pas vocation à être purement et simplement offerte à Mussolini. Le quotidien rapporte qu'Hitler a touché de l'argent de la part de Mussolini. Julius Zerfass, responsable de la rubrique Société, sera condamné à verser 1000 Reichsmark de dédommagement à Hitler. Les idées nationalistes sont courantes à cette époque, même parmi les journalistes du Münchener Post. Mais il y a des limites au patriotisme que des journalistes d'expérience comme Martin Gruber se gardent bien de dépasser. Martin Gruber était le rédacteur le plus ancien du Post. Il a rejoint le journal très tôt, à la fin du XIXe siècle. C'était un homme très courageux. Dès ses débuts, il a écrit des articles très critiques au sujet de la politique expansionniste de l'empereur. Cela lui a même valu un séjour derrière les barreaux. Apparemment, il avait beaucoup d'humour et c'était un excellent orateur. Après la Première Guerre mondiale, la presse nationaliste a donné naissance à la légende selon laquelle l'armée allemande, invaincue sur le terrain, aurait été poignardée dans le dos par la population civile. En réalité, le haut commandement militaire avait lui-même jugé la situation allemande désespérée et demandé un traité de paix, ce qu'il nie à présent. En 1924, Paul Nikolaus Kossmann, un journaliste nationaliste influent, ravive cette légende dans un mensuel allemand. Martin Gruber, qui a vécu la Première Guerre mondiale, répond avec un article cinglant dans lequel il accuse Kossmann de falsification de l'histoire. Kossmann le poursuit pour diffamation. Gruber est convoqué au tribunal. Son procès fera couler beaucoup d'encre. Le modeste Münchener Post suscite l'attention au-delà des frontières allemandes. Erhard Auer, Julius Zerfass et Martin Gruber savent qu'ils sont susceptibles d'être agressés à tout moment. Pour les protéger, le Münchener Post renonce à publier les noms des auteurs de ces articles. Hitler enrage contre le Post et ses sbires ne cessent de le harceler. En 1925, le quotidien est en première ligne pour la défense de la démocratie. Lors du procès contre Martin Gruber, le monde a les yeux tournés vers le Münchener Post. L'audience aborde en effet des questions historiques essentielles. Comment l'Empire s'est-il effondré? Y a-t-il eu un coup de poignard dans le dos? Ou le commandement militaire a-t-il compris que leurs troupes seraient bientôt vaincues? Les sociodémocrates ont-ils soutenu l'armée jusqu'au bout? Ou ont-ils trahi l'Allemagne? Le procès a été suivi par des journaux de toute l'Allemagne et même par des journaux internationaux comme le New York Times. Cela a suscité une discussion très intéressante sur la manière dont l'Allemagne avait perdu la guerre. Le procès donne lieu à des débats enflammés dans les couloirs du tribunal. Martin Gruber espère que le gouvernement du Reich confirmera que le commandement militaire avait bel et bien estimé que la guerre était perdue. Mais Berlin se défausse, invoquant le secret d'État. Ce procès a prouvé que cette histoire de coup de poignard dans le dos était un mythe
inventé par les nationalistes d'extrême droite. Malgré cela, le juge a condamné Martin Gruber à une peine de principe. Les pouvoirs exécutifs et judiciaires bavarois avaient de la sympathie pour les nationalistes. Et donc, il fallait une condamnation. La Cour statue que Kossmann a commis une erreur en écrivant que les sociodémocrates faisaient partie des révolutionnaires qui ont poignardé l'armée, et que Gruber a eu le tort d'assimiler cette erreur à une falsification de l'histoire. Pour le Münchener Post, ce verdict est néanmoins une victoire morale. Mais la propagande des nazis sur « le coup de poignard » ne faiblit pas. Ce n'est pas un torchon juif, disent-ils, qui les empêchera de dire la vérité. Durant le procès, Martin Gruber s'est défendu avec toute une série d'arguments. Mais dans les débats politiques, ce ne sont pas les arguments qui intéressent les gens. C'est souvent celui qui parle le plus fort ou qui profère les pires menaces qui obtient raison. Les propos virulents recueillent davantage d'adhésion qu'une analyse raisonnée. L'équipe du Münchener Post remarque bientôt un changement de ton dans les publications nazies. Hitler n'aspire plus à un coup d'État. Il veut désormais conquérir le pouvoir par des moyens légaux. Il séduit de plus en plus, même dans les milieux bourgeois. Jusqu'ici, il était soutenu financièrement par une poignée d'hommes d'affaires. À présent, il intéresse également des industriels et les grandes fortunes d'Allemagne. C'est à cette époque qu'Edmund Kolchak rejoint le Münchener Post. Ce journaliste expérimenté de Berlin tombe à point nommé. Erhard Auer est en effet souvent absent du fait de ses responsabilités en tant que député au Parlement de Bavière et chef de parti. Kolchak fait face à une situation compliquée. Il doit fédérer les journalistes du Poste, et ce, à un moment où les sociodémocrates de diverses sensibilités ne cessent de se quereller. Goldschag est décrit comme un homme très courtois. Il venait de Berlin. Il a très vite compris qu'il y avait plusieurs tendances au sein du journal. Mais il voulait avoir de bonnes relations avec tout le monde. Mais il doit tout d'abord se familiariser avec le mode de vie à la bavaroise. Au Münchener Post, les décisions importantes se prennent souvent aux tables d'habitués des brasseries locales. Les journalistes du Poste ont ainsi deux tables d'habitués bien différentes l'une de l'autre. Kolchak, guidé par un sens du devoir très prussien, fréquente les deux. Si l'équipe du Münchener Post fréquente aussi assidûment les brasseries, c'est parce que c'est là que la politique se fait, notamment la politique des nazis. Les journalistes du Poste n'hésitaient pas à espionner les rassemblements du NSDAP. Mais ils avaient aussi des indicateurs au sein du parti nazi qui leur livraient toutes sortes d'informations. Le Münchener Post est si bien informé de ce qui se passe à Munich que les Munichois parlent du service de renseignement d'Auer. Le quotidien met un point d'honneur à aller au-delà du discours officiel national-socialiste. Collecter des informations sur les nazis est une préoccupation constante pour le directeur de publication Erhard Auer. Pour obtenir des informations, Auer ne se contentait pas de ses propres observations. Il payait des informateurs issus de milieux d'extrême droite et il interrogeait aussi tous ceux qui avaient pris leur distance avec les nationalistes. Ce réseau de renseignements permet au Münchener Post de découvrir que plusieurs groupes d'extrême droite tentent de s'armer clandestinement. Le traité de Versailles limite les effectifs de l'armée allemande à 100 000 hommes. Pour la Reichswehr, ces groupes constituent une réserve officieuse de soldats. Elle leur remet des armes pour s'entraîner, mais aussi dans l'éventualité d'une guerre civile. Et c'est ainsi qu'une mitrailleuse, destinée à l'un de ces groupes, va se retrouver dans les bureaux du Münchener Post. Plusieurs sociodémocrates, habillés à la mode bourgeoise, se sont présentés au bureau de l'armée et sur un ton très autoritaire, ont affirmé qu'ils étaient d'extrême droite et qu'ils venaient chercher leurs mitrailleuses.
Et ils l'ont obtenu. Ça a été un gros scoop pour le Münchener Post, qui a raconté l'histoire de manière très détaillée. Quand il est question d'Hitler, le Münchener Post n'a aucun scrupule. Plus un gros titre est négatif, mieux cela vaut. Le journal diffusait des informations aussi dommageables que possible pour Hitler. Leur combat contre les nazis devenait de plus en plus violent. Il y avait des affrontements quotidiens dans les rues. Et pour eux, cela justifiait la publication de fausses informations. À Munich, les adversaires partagent les mêmes méthodes. Au-delà des compromis de façade, les Munichois cultivent le goût des manœuvres en sous-main et des incivilités raffinées. Un événement qui convient parfaitement à Erhard Auer. Erhard Auer procédait de manière très subtile, tout en finesse. Il savait comment convaincre ses informateurs de collaborer avec lui. Son service de renseignement fonctionnait très bien, parce qu'il disait aux gens « Si vous me donnez une information, je la garderai pour moi ». Bien sûr, l'info en question était publiée dès le lendemain. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il négociait toujours sur la base de relations personnelles ou de faveurs. Cela rappelle les structures de type mafieux. Le Münchener Post n'hésite pas à attaquer Hitler sur sa vie privée. Le chef du parti nazi a une nièce qui habite avec lui dans une chambre à côté de la sienne. La jeune femme s'appelle Geli Raubal. La nature de leur relation ne sera jamais vraiment établie. Geli Raubal meurt en septembre 1931. Elle se serait supposément suicidée avec le pistolet d'Hitler. L'information est transmise au Münchener Post. Sur la base d'informations de la police, le Münchener Post a présenté, de manière détaillée, la manière dont le corps a été découvert et l'état dans lequel il était. Le Post avait aussi été informé d'une conversation entre Hitler et sa nièce, quelques heures plus tôt. À la Maison Brune, le quartier général des nazis, c'est l'affolement. Car la rumeur se répand rapidement. Hitler rédige aussitôt une déclaration qui est publiée par le Münchener Post. Je dément avoir eu une altercation violente avec ma nièce. À la même époque que l'article sur la mort de la nièce d'Hitler, le Münchener Post publie une information qui est, potentiellement, bien plus embarrassante encore. Le quotidien a eu accès à des lettres manuscrites qui prouvent apparemment que Ernst Röhm, l'un des chefs nazis les plus en vue, est homosexuel. L'affaire a été montée en épingle par le Post. C'était un sujet ultra sensible. L'intention était de nuire à Röhm et indirectement à Hitler. Dans l'idéologie nazie, l'homosexualité est une pratique répréhensible et dégénérée. En l'occurrence, les nazis font preuve d'une hypocrisie flagrante. Il était de bonne guerre que le Münchener Post publie cette information. Par contre, leurs informateurs d'extrême droite se sont retrouvés dans une situation très problématique quand les nazis ont tenté de découvrir comment l'information avait fuité. Mais cette publication pose aussi problème pour le Münchener Post. En principe, le quotidien et les sociodémocrates s'opposent à la discrimination et à la criminalisation des homosexuels. En l'espèce, ce principe a été brièvement oublié au nom du combat contre les nazis. À Munich, l'homosexualité de Röhm était un secret de polichinelle. La presse n'en parlait pas. C'était considéré comme une affaire privée et un sujet délicat. Mais Erhard Auer rend l'affaire publique sans état d'âme. Il s'est avéré par la suite que la lettre qui prouvait l'homosexualité de Röhm était un faux.
L'affaire a néanmoins permis de divulguer des informations privilégiées personnelles sur Ernst Röhm et sur l'extrême droite. Et ces informations ont été publiées par le Münchener Post. Ces révélations n'entameront pas la crédibilité de Röhm parmi les nazis. Mais elles coïncident avec une recrudescence de plaintes en diffamation et d'attaques contre le Münchener Post. En décembre 1931, Martin Gruber est sévèrement blessé par 2 agresseurs. Malgré cela, le même mois, le Münchener Post publie un article alarmant basé sur des renseignements obtenus par des informateurs nazis. Des plans sont d'ores et déjà prêts pour régler la question des Juifs allemands. Un terrible aperçu de l'avenir. Les nazis prévoient de révoquer tous leurs droits. Les Juifs vivant en Allemagne seront déchus de leurs droits de citoyens. Les nazis dominent de plus en plus la vie politique munichoise qui, traditionnellement, se déroule dans les brasseries. Régulièrement, les SA perturbent les rassemblements de leurs opposants. Ils collectent des chopes de bière en guise de projectiles ou d'instruments contondants. Puis, ils déclenchent une bagarre. Les meetings de gauche s'achèvent ainsi fréquemment dans le chaos. Et il faut désormais des vigiles pour contrer les voyous d'extrême droite. Les nazis remportent de premières élections et leurs élus se soucient peu du maintien de l'ordre. Le Münchener Post dresse la liste des actes de terreur perpétrés par les sbires du NSDAP. Une terreur qui ne recule pas devant l'assassinat. Malgré cela, Hitler suscite l'enthousiasme. Il remplit des salles gigantesques, parmi lesquelles le bâtiment du cirque Krone. Le Münchener Post a réagi en tenant un discours de plus en plus anticapitaliste et en essayant d'inscrire ce discours dans le cadre d'un combat entre la démocratie et le fascisme. Mais le quotidien n'a pas réussi à convaincre les gens à prendre position ouvertement en faveur de cette ligne pro-démocratie. Diese gewaltigste politische Kundgebung, die München bisher jemals gesehen hat, beweist, dass wahrer Hitlergeist in München lebt. Les nazis montrent leur force et leur détermination. Wir begrüßen vor allen Dingen aber den Führer unserer Bewegung, Adolf Hitler, in unser deutsches Volk, unser Vaterland. Et ils en appellent aux émotions du public. Cela n'empêchera pas le Münchener Post d'humilier Hitler après les élections présidentielles de 1932. Beaucoup d'Allemands restent convaincus qu'une éventuelle arrivée des nazis à la tête de l'État ne changera rien à leur vie. Même Erhard Auer, pourtant bien informé, est persuadé que les nazis ne pourront pas se maintenir plus de quelques mois, dans le pire des cas. Mais le changement de pouvoir intervient plus tôt que prévu. Hindenburg, président vieillissant, nomme Hitler au poste de chancelier d'un gouvernement de coalition. Les partenaires de la coalition conservatrice pensent qu'Hitler, en bavarois qu'il est, rechigne simplement à accepter les ordres de Berlin, mais qu'ils parviendront à le museler. Après la prise de pouvoir par les nazis, tout le monde pensait que le gouvernement de Bavière pourrait se maintenir. À ce stade, le Münchener Post est toujours publié. Mais pour combien de temps? Le gouvernement de Bavière annonce qu'il s'opposera à Hitler. Les bureaux du Münchener Post deviennent un abri pour tous ceux qui sont persécutés politiquement. Munich est devenu le dernier refuge pour toute une série de démocrates qui cherchaient à fuir Berlin. Du jour au lendemain, des responsables sociodémocrates se sont retrouvés à dormir sur des lits de fortune dans les locaux du Münchener Post, même si certains étaient hébergés chez des amis.
Hitler remplace tous les gouvernements locaux par des commissaires d'État affiliés au parti nazi. Dans un premier temps, la Bavière est épargnée. Mais en mars 1933, les nazis s'emparent là aussi du pouvoir. Et ils ont commencé à régler leurs comptes avec l'opposant qu'ils détestaient le plus, celui qui les avait critiqués avec le plus de virulence, c'est-à-dire le Münchner Post. Le Poste se prépare à une attaque. Des centaines de lecteurs montent la garde devant leur journal, comptant sur l'aide de la police. Mais cet espoir sera déçu. Tout le monde était prêt à se battre, à se défendre et à tout faire pour empêcher les nazis de prendre le pouvoir en Bavière. Et puis, on leur a dit de rentrer chez eux. Je vous laisse imaginer à quel point ils ont dû être atterrés. D'extrême justesse, l'équipe du journaliste parvient à se mettre en lieu sûr, en emportant les documents les plus importants. Peu après que les derniers journalistes et les derniers sociodémocrates soient partis, tout a été vandalisé. La destruction est totale. Les nazis ont donné libre cours à leur colère. Ça a été une orgie de destruction, pire encore que celle de 1923, lors du putsch d'Hitler. Et cette fois, ils s'en prennent prioritairement à l'outil le plus précieux des journalistes, leur fonds d'archives patiemment accumulés. Les nazis annoncent triomphalement la fin de leur ennemi. Les SA, qui contrôlent à présent la ville, s'installent dans le bâtiment du poste. Les journalistes du Münchner Post et les sociodémocrates, qui étaient restés en ville, se retrouvaient dans des restaurants et vivaient cachés. Au début, Erhard Auer était optimiste. Il pensait que le gouvernement d'Hitler ne se maintiendrait pas longtemps. Les nazis célèbrent leur arrivée au pouvoir. Les journalistes du Münchner Post comprennent que l'état de droit est désormais suspendu. Après, il y a eu les persécutions. Plusieurs journalistes du Poste ont été arrêtés. Longtemps, le Münchner Post a été l'ennemi juré d'Hitler. Celui-ci utilise à présent tout son pouvoir pour le détruire définitivement. N'oublions pas que ce n'était qu'un modeste quotidien. Ce n'était même pas le principal journal de Munich. Quand on sait ça, on se dit qu'ils ont fait un sacré boulot. Les journalistes du Poste n'ont pas pu empêcher la prise de pouvoir d'Hitler, mais ils comptent parmi les rares personnes qui se sont battues pour la démocratie au péril de leur vie. Le Münchner Post ne reparaîtra pas après la guerre, mais il fait figure d'exemple, celui d'une voix indépendante et démocratique qui a refusé de se laisser réduire au silence.